Avant de développer, il est important de savoir d'où je parle. Parce que c'est des sujets qui sont des sujets sensibles sur lesquels on s'entend parfois à des clivages, à des juxtapositions, à des oppositions. Je suis président de l'Institut international de gestion de conflits, et qui est un institut qui a pour mission de travailler sur la résolution, ou disons la gestion des conflits. Parce que nous disons que les conflits se gèrent, mais des fois on ne sait pas si on les résout ou pas, mais il faut les gérer. Et on sait que Amadou Ampatipa le disait, il n'y a pas de petit conflit. Un petit conflit doit être géré. Et la gestion de conflit est une gestion qui nous amène à parler de beaucoup de choses, du développement personnel, de la stratégie, de la communication. Et donc le conflit est inhérent en toutes choses. Le conflit est présent et si on ne le gère pas, il nous le gère. Et notre rôle, c'est d'œuvrer auprès des États, des entreprises, des collectivités, pour faire en sorte que le conflit soit transformé. Puisque nous n'avons pas le choix, nous avons toujours les conflits, donc il vaut mieux les gérer plutôt que les conflits nous gèrent. Et donc notre relation par rapport aux questions politiques en Afrique est une relation où nous intégrons la notion de la négociation. Nous avons fait part d'un concept nouveau qui s'appelle l'intelligence négociationnelle, qui est une approche spécifique où on essaie de manier plusieurs outils à notre disposition pour arriver à un résultat donné. Donc les solutions négociationnelles ne sont pas des solutions des faibles, sont des décisions difficiles parce que ça renvoie à chercher des choses que chacun ne veut pas lâcher. Donc trouver un compromis, c'est un schéma beaucoup plus complexe que dire que tel a raison ou tel a tort. Donc nous sommes dans cette posture-là et donc toutes les paroles que nous allons sortir d'ici sont dans cet esprit. Et donc nos analyses de la situation politique en Afrique sont des analyses factuelles. Mais une analyse factuelle n'a de pertinence que du commentaire qu'on en fait. Et le commentaire que nous en faisons est un commentaire qui est empreint de l'esprit de la négociationnelle. Cela est clair, vous ne nous entendrez pas ici dire tel pays, tel président, voilà. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de différents acteurs. Et dans une équipe de football, pour gagner, il faut que chacun puisse jouer à sa place. Et nous voulons jouer à notre place. Voilà un peu le cadre dans lequel nous intervenons. Alors, des éléments que nous allons... Est-ce que nous parlons de démocratie en Afrique, bilan et perspective? De quoi parlons-nous? Est-ce que nous partageons les mêmes éléments? Est-ce que nous mettons les mêmes choses dans ça? Ensuite, je voudrais vous parler de quelques indicateurs majeurs qui nous permettent, en fonction du choix que nous avons fait, de ce dont nous voulons parler, quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que voilà ce que c'est une démocratie, une bonne démocratie, une démocratie parfaite, totale, hybride. Et nous allons regarder aussi, en troisième position, les phases de démocratisation en Afrique. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui en 2018 n'est pas ce qu'on vivait en 1965. Et c'est encore moins ce qu'on vivait en 1990. Donc cela veut dire qu'il y a des évolutions progressives. Nous allons en parler. Et puis, il y a un aspect qui nous semblait intéressant d'aborder. Qui sont les acteurs concernés? Qui est concerné quand on parle de démocratie en Afrique? Et nous allons voir que les acteurs ont évolué. Et ces acteurs ont une importance, ils ont un rôle spécifique. Et donc, comment chacun joue son rôle? Et pour après en parler et parler du bilan aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes au milieu du gué? Est-ce que la bouteille est à moitié pleine ou est-ce qu'elle est à moitié vide? Et surtout, quelles sont les perspectives? Et pourquoi? Est-ce que nous continuons à faire les mêmes choses? Et vous savez qu'un adage dit, quand on fait toujours les mêmes choses, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc, est-ce qu'il faut changer? Changer comment? Avec qui et pourquoi? Voilà un peu le cadre et puis les données que je vais essayer de développer en quelques minutes pour qu'on puisse avoir le temps donc, de débattre, pour essayer d'aller plus en profondeur. C'est un partage, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'avoir. Alors, de quoi parlons-nous? Vous savez, le débat sur la démocratie en Afrique est un débat qui est ancien. Mais en même temps, il est important de rappeler l'histoire. Le débat que nous allons voir, ne nous trompons pas, nous allons parler de la démocratie en Afrique version occidentale. C'est de ça que nous allons parler. Mais avant de parler de ça, parce que c'est par rapport à ça que nous avons un certain nombre de critères, nous avons des éléments normatifs, mais bien avant cela, et c'est important de le rappeler, l'Afrique a connu de grandes démocraties. Vous avez les travaux de Cheikh Anta Diop, vous avez l'histoire de grands empires que nous avons connus, où les pays, les empires étaient dirigés avec un mode de gouvernance, où le chef avait sa place, où chaque entité avait sa place, où les chefs de famille avaient leur place, où les chefs de canton avaient leur place, avec un système qui s'autorégulait. Donc, il y a des démocraties en Afrique qui n'ont rien envié à des démocraties occidentales aujourd'hui. Vous avez par exemple la première constitution en Afrique qui a été faite donc, au Mali. Et c'est la première constitution universelle en Afrique.
Donc nous avons des soubassements, nous avons connu des empires qui ont été dirigés avec une démocratie qui est intégrée avec les valeurs des pays concernés. Et donc, si nous parlons aujourd'hui de démocratie, il est important de ne pas oublier d'où nous venons. Mais cet héritage aujourd'hui a été perdu à beaucoup d'endroits, puisque nous sommes rentrés dans l'ère d'une démocratie occidentale. Cela ne veut pas dire qu'il y a une meilleure, une pire. Cela veut dire qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que nous mettons dans la démocratie? Dans la démocratie, ce que nous mettons, c'est d'avoir un système de gouvernance qui fait en sorte que chacun puisse être dans une liberté de faire et d'agir et que les règles du jeu soient respectées et applicables par tous. Cela vaut aujourd'hui, cela valait hier, cela valait encore avant-hier au niveau des empires. Cela donc, ce n'est pas une définition compliquée, elle est simple, elle est factuelle. Comment je peux vivre de manière aisée dans un pays, les mêmes règles s'appliquent à moi et que j'ai ma liberté de faire et d'aller en respectant la liberté de l'autre? Quand nous disons cela, ça paraît simple, mais la mise en œuvre nous ramène à un certain nombre de difficultés. Parce que si le sujet est choisi aujourd'hui par les organisateurs, ce n'est pas pour rien. Quand à midi, on décide d'aller manger, ce n'est pas parce qu'il est midi, on a envie de manger, c'est parce qu'on a faim. Sinon, on ne mange pas. Et donc, si on décide de parler de ce sujet, c'est qu'il y a un problème. Un problème dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais ce problème, quel est-il? Alors, nous parlons des indicateurs. Nous avons essayé de prendre à peu près 5 grands indicateurs pour se dire que voilà ce qui nous permet de jauger une démocratie avec les lunettes aujourd'hui occidentales, mais qui ne sont pas exclusivement occidentales. Parce que la définition que nous avons donnée est une définition qui est valable hier dans les empires et aujourd'hui dans les pays d'Afrique. Donc, nous essayons aujourd'hui de voir en termes de critères quel est le processus électoral et quelle est la transparence mise en place. Le processus électoral est un élément fondamental parce que ça parle d'élections, ça parle surtout d'élections présidentielles. Et nous allons voir que c'est l'élection majeure qui donne le là par rapport aux démocraties en Afrique. Il est important également de voir dans les critères la question de la pluralité politique. Et nous allons voir dans les phases après. Un pays qui dit « je suis démocratique » et qui a un seul parti, nous sommes tous d'accord qu'on peut sourire un peu. Donc la question de la pluralité politique est une donnée importante en termes de critères de mesure d'une démocratie. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la crédibilité des institutions et la transparence de ces élections dont je parlais tout à l'heure. Crédibilité des institutions, pourquoi? Parce que si les institutions ne sont pas fortes, si les institutions sont, je dirais, à la solde d'eux, si les institutions ne peuvent pas dire le droit, comme je le disais dans la définition de la démocratie, applicable par tous et de la même manière pour tous. Donc, si l'institution n'est pas crédible, si l'institution répond à celui qui lui dit de faire, nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Nous avons l'enveloppe, mais le contenu n'est pas pareil. Nous avons le critère qui est relatif au fonctionnement des gouvernements. Parce que c'est une chose que d'avoir un gouvernement légitime, c'est une autre chose que ce gouvernement fonctionne de façon légitime. Si je suis au gouvernement et que je ne mets que mon fils, mon cousin, mon arrière-cousin, mon épouse, le cousin de mon épouse, la cousine de mon épouse, et que je fais mon gouvernement avec ça, ou que je dirige le pays avec ça, excusez de peu, on peut questionner est-ce que nous sommes dans une pratique démocratique? L'enveloppe y est, le contenu n'y est pas. Donc, le mode de fonctionnement des gouvernements est un indicateur important. Cela nous envoie à la notion aussi de corruption, à la notion donc de clientélisme, à la notion de, je dirais, d'embrigadement. Donc, il y a un certain nombre de choses. Comment les gens ont des postes, comment les gens évoluent. C'est des critères qui nous permettent de voir comment une démocratie vit au monde. Et puis, je me dis qu'il y a une culture politique, une culture démocratique, où on doit développer davantage de la bienveillance, la notion éthique, la notion du pays, un terrain commun. C'est comme par exemple, si je dis la Mauritanie doit être un bien commun de tous les Mauritaniens. La Côte d'Ivoire doit être un bien commun de tous les Ivoiriens. La Centrafrique, un bien commun de tous les Centrafricains. Le Togo, un bien commun de tous les Togolais. Donc la notion du bien commun est une notion tellement importante. Cela veut dire que le pays n'est pas l'exclusivité de qui que ce soit. Le pays n'appartient pas à celui qui est au pouvoir, il n'appartient pas à celui qui est dans l'opposition, il n'appartient pas à la diaspora, il appartient à tout le monde. Ce dont je parle,
a des répercussions importantes dans la suite de mon développement. Cela veut dire que si le pays m'appartient, si tu es au pouvoir aujourd'hui, j'ai le droit d'exercer ma part de l'intérêt général. Cela veut dire que, je le dirai tout à l'heure, si je dois apporter une plus-value dans mon village, je ne vais pas refuser de le faire parce que toi qui es au pouvoir, tu ne me plais pas ou tu fais des choses qui ne me plaisent pas. Ma part, je dois la remplir également. Donc l'intérêt commun, le bien commun est quelque chose qui nous interpelle tous. Cela veut dire que dans le développement, ça nous amène à nous transcender parce que le pays nous appartient tous. Et ça, c'est une donnée qui permet de mesurer. Alors quand on a dit ça, nous mettons en place un certain nombre de critères et d'outils. Ça permet de jauger pour voir où en sont beaucoup de pays d'Afrique. Et c'est là où on peut s'apercevoir que, en fonction du respect de ces critères, qui ont des sous-critères bien évidemment, parce que là, on ne va pas tout développer ici, on peut avoir des démocraties qu'on peut appeler des démocraties totales. C'est-à-dire qu'il y a de la transparence dans les élections, il y a de l'alternance, il y a la pluralité politique, il y a un système de gouvernement éthique, il y a le fait que l'intérêt commun est un intérêt commun vraiment partagé par tous. Donc nous avons des pays qui peuvent avoir l'étiquette de démocratie totale. Je pense qu'il y en a en Afrique. Je pense qu'il y en a. Mais nous avons aussi, et je pense que c'est la majorité, des démocraties imparfaites. Là où nous avons l'enveloppe, le contenu, il est évolutif, mais il n'est pas encore parfait. Où l'élection est transparente, mais n'est pas totalement transparente. Où la gestion du pouvoir est éthique, mais n'est pas totalement éthique, parce que les habitudes ont du mal à partir. Et aujourd'hui, beaucoup de pays en Afrique sont dans ce processus-là, parce qu'on n'a pas le choix, ou aucun dirigeant aujourd'hui en Afrique n'a pas le choix, il est obligé d'aller vers la démocratie. Comme je le disais, si vous ne gérez pas un conflit, c'est le conflit qui vous gère. Donc si vous n'allez pas vers la démocratie, qui est un bien commun pour tous, eh bien, on va vous pousser à aller à la démocratie, d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la durée. Donc aujourd'hui, beaucoup de pays sont dans cette dynamique-là, des démocraties imparfaites. Cela veut dire que la construction en cours, il faut encore du temps. Et puis nous avons une troisième catégorie de pays hybrides. Hybrides, où c'est noir et c'est blanc, c'est poisson et viande, c'est couché et c'est assis, c'est un mélange de tout. Et donc, parfois on a l'impression que, parfois on a l'impression que. Et ces pays-là n'ont pas encore trouvé leur colonne vertébrale. Il faut voir la nuance. Un pays où la démocratie est totale a trouvé sa colonne vertébrale. Elle s'est engagée. Un pays où la démocratie est imparfaite a trouvé sa colonne vertébrale, mais a un processus en termes d'avancement. Donc n'est pas encore arrivé, mais là, le pays a trouvé sa colonne vertébrale. Mais un pays qui est hybride n'a pas encore trouvé sa colonne vertébrale. Il tape à gauche, il tape à droite, il ne sait pas trop, parce que les gens n'ont pas encore cette culture-là, comme on voyait dans les critères, cette culture qui est intégrée, infusée, sédentarisée. Et puis, malheureusement, nous avons encore en Afrique des régimes totalitaires qui, pour eux, la démocratie, c'est une invention. Parce que n'oublions pas que les gens sont élus en tant que président en Afrique, mais la plupart règnent en monarque. Et ça a une importance quand vous retournez dans l'histoire de l'Afrique. Depuis quand vous avez vu un roi, on dit on fait l'élection pour changer le roi. Gowou dirait en Côte d'Ivoire qu'il va vous engager. Non, ça n'existe pas. Un roi, il n'y a pas d'élection pour le changer. Donc quand je suis élu comme président et si je règne comme un roi, cela veut dire que je n'ai pas intégré le processus que je peux partir par une élection. Et donc nous avons encore des pays où le régime est totalitaire, où il n'y a pas cette évolution d'intégrer, où on pense que le pays est un bien personnel et non un bien commun. Souvenez-vous, je parlais de l'intérêt commun. Donc dès lors que je pense que le pays est mon bien à moi, je l'ai en héritage. Et donc je ne peux pas penser que c'est un bien commun à tout. Et donc je n'aurai pas l'appétence de m'ouvrir et faire en sorte que d'autres puissent le partager avec moi. Nous avons ces indicateurs. 3 grandes phases. Alors, pour faire simple, je laisse la partie de l'Afrique précoloniale, de l'Afrique des empires, où nous avons la civilisation, ainsi de suite. Pour partir de la période des indépendances jusqu'aux années 1990. Parce que c'est le changement de paradigme. Jusqu'en 1990, où nous avons une nouvelle période qui a vu le jour en Afrique, nous avons essentiellement vu dans les pays d'Afrique des partis uniques. Des partis uniques
et donc beaucoup de dictatures. Il n'y avait pas de parti politique dans beaucoup de pays, autre que le parti au pouvoir. Et c'était l'État-nation. Les gens avaient obligation d'adhérer à ces partis-là. Vous n'avez pas le choix de toutes les façons. Et c'est un système dans lequel il y avait une chape de plomb sur les oppositions qui essayaient donc d'émerger. Elles n'avaient pas droit d'exister. Il y a quelques rares pays, il y a des opposants, mais la plupart des opposants étaient en exil, avaient du mal à vivre dans les pays. Et nous avons observé que c'est une phase où il est difficile de parler de démocratie dans beaucoup de pays d'Afrique. On verra qu'il y a une nuance quand même avec certains pays anglophones qui, en termes de bilan, ont un peu plus d'avance que beaucoup de pays francophones. Mais cette période-là, des années d'indépendance jusqu'à 1990, est une période où la démocratie était quasiment inexistante. Parce que ce n'était pas encore dans la colonne vertébrale, ce n'était pas encore intégré. Souvenez-vous de la présentation des différents pays, les démocraties totales, imparfaites, hybrides et les régimes totalitaires. Là, il n'y avait rien, c'est-à-dire que les velléités que les pouvoirs ou les oppositions essayaient de ramener étaient des velléités étouffées. Donc les années jusqu'à l'année 90 sont des années où la démocratie a eu du mal à venir. Et l'année 90 est une année particulière. Donc de 90 aux années 2010, c'est récent, nous avons beaucoup d'émergences. Nous avons connu dans beaucoup de pays d'Afrique les conférences dites nationales, parfois souveraines. Nous avons beaucoup de printemps africains où beaucoup d'anciens régimes ont été renversés, où il y a eu de l'alternance. Et c'est une phase dans laquelle nous avons vu la construction d'une nouvelle forme de démocratie en Afrique, avec la pluralité politique autorisée de manière beaucoup plus légale. Alors qu'avant, parfois, elle était tolérée à dose homéopathique, mais les mouvements des années 90 ont fait que beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants, de gré ou de force, ont fini par céder pour faire en sorte que des partis politiques commencent à exister. Ça n'a pas été facile dans beaucoup de pays, mais c'est un mouvement qui a été enclenché. Et on se souvient des mouvements dans beaucoup de pays, on peut en parler lors des débats. Vient maintenant la période, je dirais, actuelle, de 2010 à aujourd'hui. Et de 2010 à aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que nous avons une évolution particulière qui va nous amener à parler des acteurs. L'évolution de la démocratie aujourd'hui, on voit que dans certains pays, même dans certains pays d'Afrique occidentale, des francophones, je veux dire, parce qu'il y a centrale, occidentale, francophone, nous avons beaucoup de pays où la démocratie a commencé par s'installer. Si je prends un pays par exemple comme le Bénin, c'est un pays francophone, mais il y a de l'alternance qui se met en place. Quand je prends un pays comme le Sénégal, donc il y a certains pays où il y a une évolution qui a commencé pendant que d'autres suivent le chemin, mais beaucoup plus lentement. On en parlera tout à l'heure. Mais surtout cette période, ce qui est important de dire, c'est que c'est l'évolution des acteurs. Quels sont les nouveaux acteurs qui rentrent en jeu? Les acteurs qu'on connaissait hier, de manière, je dirais... Après, nous avons vu l'émergence de la société civile. L'émergence de la société a commencé beaucoup plus massivement dans les années 90. Avant, elle existait, mais elle était moins visible. De 90 à nos jours, nous avons vu la société civile qui est montée en puissance. Nous avons vu la société civile dans certains pays qui a réussi à renverser ou à pousser certains responsables politiques à changer le mode de gouvernance. La société civile aujourd'hui, qui est présente en tout lieu, qui même des fois devient l'opposition. Alors que je le rappelle, le rôle de la société civile, ce n'est pas être une opposition. Les partis politiques sont dans l'opposition, la société civile a un rôle à part. Mais là aussi, c'est un autre débat, c'est fait l'objet d'une autre conférence parce qu'il y a une culture de la société civile qui est en évolution en Afrique. Et nous avons un acteur important sur lequel je voulais insister un peu, c'est la diaspora. Le rôle de la diaspora commençait à devenir un rôle important, structurant. Parce que beaucoup d'acteurs de la diaspora ont commencé à comprendre que vraiment, le pays leur appartient aussi. Certains pays, par exemple, la diaspora a droit de vote, d'autres sont en cours, d'autres n'ont pas droit. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la diaspora est un acteur qui intervient pour faire en sorte que les démocraties puissent évoluer dans les pays d'origine. Alors, vous aurez le temps pour échanger dans l'étude que nous avons réalisée sur le rôle de diaspora, notamment dans le développement des pays d'origine. Qu'est-ce que les diasporas attendent? Comment travaillent-elles? Comment manifestent-elles? Comment font-elles pour que les régimes dans leur pays puissent vraiment être ancrés dans la démocratie? Donc ce sont aujourd'hui des acteurs, tous ces acteurs-là travaillent par rapport à la démocratie. Mais ce qui est important également de souligner, c'est que ces acteurs ne sont pas exclusifs. Vous avez certains acteurs
la communauté dite internationale, qui a un rôle fondamental dans l'évolution des pays d'Afrique par rapport à la démocratie. Dans la communauté internationale, vous avez les instances africaines, l'Union africaine, les instances sous-régionales, la CEDEAO, la CEAC et bien d'autres. Mais vous avez aussi les partenaires, je dirais, ou les acteurs, je dis, invisibles, qui ont un rôle, qui jouent sur l'état de la démocratie dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est des acteurs, soit c'est des multimédias, des multinationales, des acteurs dont les intérêts ne sont pas visibles, mais des intérêts qui sont réels. Et tous ces acteurs aujourd'hui contribuent de peu ou de prou à faire en sorte que la démocratie en Afrique évolue dans tel sens par rapport à leurs intérêts. Et tous ces éléments aujourd'hui nous permettent de saisir l'évolution des pays en Afrique. Et je finirai donc. Je constate que nous avons des pays qui ont progressé, nous avons des pays qui sont au milieu du gué, et nous avons des pays qui n'ont pas démarré. Mais la question qui est importante à se poser, c'est que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi les perspectives? Quelles sont les perspectives? Soit on est dans un changement radical, ou on est dans un changement négocié. Négocier, ça veut dire quoi négocier? Parce qu'aujourd'hui, là où la démocratie est totale, le vœu simplement c'est qu'elle puisse continuer, se consolider. Là où elle est imparfaite, le vœu c'est que cette démocratie puisse atteindre l'objectif fixé. Mais là où nous avons des systèmes hybrides ou imparfaits, où nous avons des systèmes qui n'ont même pas encore démarré, il faut changer d'approche. Changer d'approche, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut apprendre à faire les choses autrement. Parce que si nous sommes dans la dynamique où nous sommes dans des conflits, toujours opposition frontale, soit on réussit, soit on perd, mais il est possible aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique de gagner ensemble. Gagner ensemble, c'est possible parce qu'on réussit à faire en sorte que le pays dont il est question soit vraiment un pays pour lequel chacun se dit que c'est mon bien commun et qu'on peut œuvrer ensemble. Faire en sorte que, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, les autres puissent contribuer à leur manière à faire évoluer les choses. C'est un nouveau schéma qui s'impose aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est un nouvel enjeu où les acteurs doivent aujourd'hui innover. Et nous disons pour terminer, justement, que les pays où ça n'avance pas bien, les pays qui sont encore en retard, les pays où le changement tarde à venir, c'est que peut-être les modes opératoires qui sont mis en œuvre jusqu'à ce jour n'ont pas été probants pour un certain nombre de choses. Et il est important donc de revoir ces modes opératoires pour changer de paradigme et donc entrer dans une approche innovationnelle pour faire en sorte qu'on puisse avoir peut-être de nouveaux acteurs, de nouveaux outils et faire en sorte que la démocratie devienne vraiment l'outil de pilotage des politiques en Afrique. Je vous remercie.